Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise. Étienne, on reçoit aujourd'hui Martin Petit, un pilier de l'humour au Québec depuis 30 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'on va aller chercher dans cette entrevue-là? Bien, en fait, c'est parce que Mike Ward a dit non. Fait qu'on s'est on s'est rabattu sur ça. C'est une blague. Martin, pour moi, c'est le modèle avec, dans le fond, Louis-José Hood, Laurent Paquin, Mike Ward également, qui ont fondé le Bordel Comedy Club. Puis, c'est celui qui, s'il n'avait pas été humoriste, il serait devenu entrepreneur. Il dit et il le redit, il manque de littératie financière et business dans le milieu artistique. Et c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de prendre le bâton du pèlerin et vraiment d'attaquer des juste pour rire, de s'attaquer à des mastodontes, puis d'avoir vraiment son jugement, son œil critique sur la gestion de carrière d'artiste, de festival. Et je pense sincèrement qu'il a un très beau modèle d'affaires dans sa carrière aujourd'hui. C'est un de nos seuls humoristes également à avoir fait aussi de la business aux États-Unis. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelque chose d'inspirant là-dedans, mais dans son être, son lifestyle, pour moi, c'est un grand entrepreneur et qui l'a mis au service de son art. Tu m'as donné une réponse avec 6 « et ». Fait que clairement, il y a du stock qu'on attend dans cette entrevue-là. Fait qu'on se retrouve dans l'épisode dans 2 semaines. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Ici Carlo Coccaro à l'animation. Les Dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Astérix de Québécois. Les Dérangeants, c'est quoi? C'est 6 entrepreneurs qui vous parlent des victoires, des échecs, des bons coups, des grands défis qu'on vit. C'est des Dominique Gagnon, des Anne Martel, des Louis-François Marcotte, des Marie-Claude Duquette. Et avec moi aujourd'hui, des Étienne Crevier. Salut Étienne. Salut Carlo! Étienne, avant de commencer, on est super fiers. On a un nouveau commanditaire, le réseau des CCTT, Ben oui. le Centre de transfert technologique des cégeps du Québec. Exact. On est content, on les a avec nous aussi. On va voir, entre autres, un Dans le garage qui s'en vient avec eux dans les prochains mois. Aujourd'hui, on est très heureux. On reçoit un pilier de l'humour du Québec en Martin Petit. On a notre fameuse question dérangeante à la toute fin. Mais juste avant, tour de table. Étienne, what's up? Comment ça va? Bien, moi, ça va bien. Écoute, je fais ça un peu différemment pour mon Comment ça va cette semaine. En fait, je me suis inspiré d'une histoire d'un entrepreneur que j'ai rencontré récemment qui s'appelle Ziad Nasreddine, qui est un neurologue de formation. Son histoire ressemble beaucoup à celle de Mr. Pete aux États-Unis, en fait, qui est un musicien qui avait 500 $ dans ses poches et le gars, il a refusé un contrat de disque de 1 million de dollars alors qu'il était dans la merde. Puis, en fait, quand j'ai entendu l'histoire de Ziad, qui a fondé le Montreal Cognitive Assessment, qui est un test d'Alzheimer, ça m'a vraiment fait penser à ça. On en connaît peu. Puis, quand je vois ces histoires-là d'entrepreneurs, Serge Godin de CGI avait fait la même chose aussi au début. Il travaillait comme concierge, il avait des immeubles, puis il croyait en l'informatique. Moi, ça m'inspire parce que c'est l'appât du gain, finalement, et avoir confiance en soi. Être capable d'avoir confiance en ses capacités, puis dire vraiment, je vaux plus que ça. Et l'entrevue qu'on a avec Martin Petit qui s'en vient me fait penser à ça parce qu'un humoriste, en fait, qui dit « Moi, je vais m'autoproduire, je vais faire ma tournée, je vais vendre mes propres billets, puis je ne vais pas dérisquer ma carrière dans les mains de quelqu'un d'autre. » En fait, c'est des Ziad Nasreddine, c'est des Mr. Pete, c'est des Serge Godin qui se forment et ça m'inspire au plus haut point parce que on m'avait toujours dit « 1 $ aujourd'hui vaut plus cher qu'1 $ demain. Take the money and run », comme on dit. Puis, finalement, les plus grandes histoires à succès, c'est simplement avoir confiance en toi. Miser sur soi. Miser sur soi. J'ai confiance en mon produit. Si le compétiteur me donne 1 million de dollars par année, c'est que lui, il va en faire 10 millions. Fait que je vais être lui. Je vais le prendre cette place-là qui me revient de droit parce que je l'ai parti. J'ai eu cette idée-là. Et donc, félicitations. Fait que si nos auditeurs entendent cette histoire-là, ils se reconnaissent et ont en fait le doute, travaillez sur votre confiance, misez sur vous en premier et l'argent suivra. Puis toi, Carlo, comment ça va? Bien, c'est quoi? On ne s'est pas parlé de notre tour de table, mais je m'en vais là. Comme entrepreneur, là, en tout cas, moi, comme plein d'autres, je pense qu'on se remet beaucoup en question. Les bons entrepreneurs, comme dans la société, on sait ce qu'on ne sait pas. On connaît nos zones d'ombre, puis là où on est moins bon. Puis des fois, on ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un pour combler nos zones d'ombre. Des fois, il faut juste le faire nous-mêmes. Puis c'est lourd, puis c'est chiant, puis c'est ce qui demande le plus d'énergie, puis le plus de temps. Puis des fois, c'est dans les zones importantes de notre job. Faire une longue histoire courte,
comme beaucoup de monde, j'essaie de m'améliorer dans ces zones d'ombre-là. Puis, tu sais, il y a comme 44 nouveaux livres d'entrepreneuriat qui sortent par jour, puis toutes des nouvelles approches ou des approches anciennes, renommées, etc. Puis, j'étais à une étape de ma vie, début quarantaine, où la confiance entrepreneuriale, là, elle commence à être pas pire, tu sais. Moi, je l'ai C'est le fun, la quarantaine entrepreneur. Hein? Oui. Tu deviens un peu plus comme un sniper rifle. T'es Ouais. un... Puis moi, contrairement à toi, tu sais, moi, je pense, là, moi, contrairement à toi, moi, mon père est un immigrant italien. L'entrepreneuriat était zéro valorisé. C'était, tu sais, viens travailler à l'usine l'été où on travaille nous autres, puis essaie de trouver une job stable. Moi, j'ai pas ça en moi. Puis j'ai... C'était soit ça ou la mafia, hein? C'était ça. Hein? Non, les jokes de mafia... non, mais sans blague, c'était vraiment... Mes parents ont travaillé fort pour se bâtir une routine puis une petite retraite, puis c'est admirable. Moi, je veux pas ça pour moi. Puis j'ai bâti le Carlo entrepreneur dans les 20 dernières années. Puis mes gars à moi, qui ont 9, 12, 14, ont des meilleurs réflexes entrepreneuriaux que moi, j'avais à 30 ans. T'es fou, hein? Par osmose, tu sais, parce que moi, j'en côtoyais pas d'entrepreneur. Fait que la confiance en moi comme entrepreneur, comme individu, est là depuis tout le temps. Comme entrepreneur, elle est là, mais j'ai confiance en moi. Fait que, tu sais, ça compense. Mais là, maintenant, 20 ans plus tard, comme tu dis, la quarantaine, fait comme, OK, je pense que j'ai quelque chose comme des bonnes compétences d'entrepreneur à améliorer, mais dans certains domaines. Donc, me faire plus confiance, mais malgré tout, il faut se former. Je finis ma boucle en disant, laissez faire les nouvelles approches. J'exagère, là, mais il y a la base de la base de l'entrepreneuriat. J'ai redécouvert Peter Drucker. Je sais pas si tu connais. Il y a un livre, The Essentials Peter Drucker. C'est de l'or en barre. Puis ça a été écrit dans les 50 dernières années. Là. Culture Eats Strategy for Breakfast. La culture d'entreprise est meilleure qu'une bonne stratégie d'affaires. L'autre chose qu'il dit, c'est traiter vos employés comme des bénévoles. Comment tu traiterais des bénévoles? T'sais? Parce que le salaire, ça fait un temps. Tu as besoin d'un minimum pour couvrir leurs besoins, mais le reste, là, c'est ta mission, c'est tes valeurs. C'est ça qui fait que les gens viennent, ta culture d'entreprise. C'est ça que les gens viennent chez vous. Mais ça n'a pas été écrit il y a 2 ans, là. Ça a été écrit il y a 20, 30, 40, 50 ans. Puis je relisais ça dans un contexte d'intelligence artificielle, dans un contexte de mouvement technologique hallucinant qui s'en viennent les prochaines années. Puis j'étais comme, oh my God, c'est bon. Puis c'est vrai. Puis, fait que des fois, là, faites des recherches, allez trouver les bases des conseils aux entrepreneurs qui sont là depuis 20, 30 ans. Puis vous allez avoir l'intelligence de les rappliquer à votre vie. Puis faites-vous confiance dans vos talents. Puis ça, c'est probablement une recette simple du succès qui fait qu'on se sent bon comme entrepreneur puis qu'on continue à évoluer. J'ai envie d'inviter les auditeurs, en fait, à nous écrire leurs histoires d'entrepreneurs parce qu'on parle beaucoup des Peter Drucker, des Serge Godin, puis on commence à avoir un très bon following avec les dérangeants. Et je serais curieux de savoir ces histoires-là de la PME, du Québécois, de l'entrepreneur qui a bâti ça et ça vient de où? C'est quoi? Et je pense qu'on va faire un épisode où est-ce qu'on va partager ces histoires-là, puis on va en inviter de plus en plus qui sont vraiment des gens peu connus, mais qui ont bâti finalement l'économie, le backbone du Québec. Et j'ai vraiment l'inspiration de faire la promotion de ça. C'est tellement bon parce que des fois, on pense que l'entrepreneuriat, c'est la licorne, tu sais, qui va ramasser 1 million de fonds puis qui est à la bourse. Des entrepreneurs, il y en a beaucoup, il y en a partout. Puis ces histoires-là, il faut les mettre en valeur parce que ça va inspirer d'autres personnes. Puis le chemin d'entrepreneurial de chacun est tellement différent qu'il faut arrêter de voir les grands joueurs comme la seule façon parce que ça devient intimidant puis on ne fait rien après. T'sais. Merci Étienne. On se retrouve tout de suite après pour notre entrevue avec Martin. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. Il divertit le Québec depuis plus de 30 ans avec ses spectacles, ses séries télé, ses films. Il est aussi cofondateur du Bordel Comedy Club avec des collègues humoristes. Martin Petit, merci d'être là. Bien, c'est un plaisir. Martin, ma première question. Sur une échelle de 0 à 10, là, à quel point tu es un entrepreneur? Là, je vais t'aider. 0, tu es comme un travailleur à temps partiel puis ça te stresse trop. 10, tu es comme un Guy Laliberté sur l'acide. Là. Mettons Guy Laliberté. Entre les deux, là. Mon rapport avec l'entrepreneuriat, bien, c'est ça. C'est que je pense qu'à la base, je suis plus un artiste, là. Puis, c'est ça. Je pense que c'est... Ultimement, c'est ma formation, puis on peut pas tout faire dans la vie. Mais si j'avais pas été un artiste, j'aurais été un entrepreneur. Ah oui, vraiment. C'est à peu près certain. C'est-à-dire que j'avais des conversations avec mon père parce que mon père était un ingénieur de formation, mais il comprenait pas que
moi et mon frère d'ailleurs, qu'on soit devenus des artistes, puis qu'on gagne notre vie en faisant ce métier très difficile-là, puis très difficile à comprendre, qu'on ait un modèle d'affaires qui fonctionne. Là. Mon père ne comprenait pas ça parce qu'il avait un minding d'employé. C'était un excellent employé, mon père. Puis un ingénieur, Il travaillait chez IBM. Fait que moi, j'ai grandi avec un père, c'est ça, qui avait des primes de performance chez IBM. Puis IBM, c'est assez straight. C'est des gars, complètement. des gars de la Deuxième Guerre mondiale qui ont un modèle d'affaires très militaire. Puis... T'as comme crack de code pour ton père. T'es comme, ça devrait pas marcher. T'es un artiste, tu fais de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Il comprenait pas. Mon père comprenait pas ça. Puis il se demandait d'où ça me venait parce que lui nous avait pas élevés là-dedans. Il nous avait élevés pour être des bons employés, d'avoir des bons bulletins. Puis je comprends que c'est pas... Je comprends maintenant, avec le temps, que c'est dans ton ADN, c'est-à-dire c'est dans ton caractère d'être à l'aise dans le cadre d'être un employé. Puis, ayant suivi la carrière de mon père, je comprends aussi c'est quoi les dangers de cette vie-là. Fait que dans le fond, c'est les gènes de ta mère là, que tu as été. Oui, exactement. Tu sais, comment faire du poulet avec du thon. Ma mère était très créative en cuisine. Mais, en fait, c'est ça, c'est que c'est la gestion du risque. Puis dans les deux cas, je suis obligé de dire qu'il y a du risque anyway. Fait que le discours qu'on a, c'est que souvent, quand on parle aux jeunes, puis on leur présente je pense qu'une des premières questions qu'il faut que tu demandes à quelqu'un qui veut s'en aller dans un domaine ou l'autre, c'est avec quel risque tu es prêt à dealer. Tu veux-tu dealer avec un risque au départ ou tu veux dealer avec le risque à la fin? Parce que il n'y a rien de plus stressant pour moi que d'être un employé rendu à 55 ans. Les dernières 10 années, mettons... Tu peux te faire slacker. Où là tu es à ton plus vulnérable alors que tu aimerais ça ne pas l'être. Parce que là, ta sécurité que tu avais à 25, à 55, tu ne l'as plus. Puis le marché du travail a moins confiance en toi aussi. Exactement. Moi, j'ai vu mon père perdre sa job à 55 ans. Puis ça lui a pris 2-3 ans avant de trouver son dernier emploi. Puis ça a été, mettons, la fin de sa carrière jusqu'à 65. Mais il a été là, détruit là, pendant ces 2 années-là. Là, ça a été difficile parce qu'il n'avait pas vu venir. Il était dans le confort d'être un employé. Puis là, à 55 ans, il s'est fait dire par le marché... Mais tu sais, des bons employés, il y en a des plus jeunes. Puis voilà, il se rendait compte que la valeur ajoutée, parce que j'y crois, tu as une valeur ajoutée quand tu as de l'expérience, elle n'était pas si perceptible de toute façon. Puis elle est difficilement perceptible par quelqu'un de plus jeune. Fait que bref, le niveau de danger augmentait d'être un employé. Elle augmente avec le temps. Alors que quelqu'un qui a bâti sa business dans le risque, normalement, ou en tout cas, il y a une courbe qui fait en sorte que vers la fin... Tu es plus stable. Puis moi, j'avais entendu, quand tu es un employé, tu es frustré. Puis quand tu es un entrepreneur, tu es stressé. Fait que tu choisis ton poison. C'est bon. Grosso modo. C'est bien dit. Mais ça revient à la question, qui tu veux qui gère le stress? Toi ou quelqu'un d'autre pour toi? C'est vrai. Tu veux qui gère le risque? Toi ou quelqu'un... C'est toujours mieux de gérer tes affaires que de te faire gérer. C'est ça les inconvénients d'être un employé, c'est que tu n'as pas le contrôle sur la destinée de l'entreprise et ce qui t'arrive à 55 ou à 60. Puis il y a plein de gens qui vont devoir travailler jusqu'à 60, 65, 66 là, en 2030, 2040. Mais moi, quand je vois des humoristes ou, tu sais, Beau Dommage qui fait une 8e retour, tu sais, un rappel, je suis comme, OK, ils ont mal géré leurs finances, les boys. Là. Ils ont pas assez dans leur REER. Fait ils font une tournée de rappel. Là, puis, Mais tu vois de ça, je vais poser la question à Martin, des artistes / humoristes qui restent trop longtemps pour l'argent. Parce qu'on voit de l'extérieur, on voit le monde des humoristes comme étant un monde payant. Surtout quand on a moindrement de succès, il y a de la belle argent à faire là, au Québec. Est-ce qu'il y en a qui restent trop longtemps, même parce qu'ils ont mal géré leur argent, que tu connais? C'est une drôle de question parce que... C'est comme des potins, en fait. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est un clickbait là, pour que les gens c'est difficile de ne pas tomber dans le Qui gère mal son argent dans le monde des humoristes? Bien, je vais avant d'aller tout de suite dans ce sable mouvant-là, je vais reculer d'une cause peut-être plus pertinente. Changement de la société. C'est qu'il y a un changement de la société dans ta prémisse. C'est que moi, quand j'ai commencé, il y a 30 ans,
ce n'était pas un métier payant. C'est que moi, je suis rentré là-dedans, je faisais un vœu de pauvreté parce que c'est pas vrai que c'était à part Yvon Deschamps, il n'y avait pas d'exemple de tu gagnes ta vie de façon Les Claude automatique Meunier là-dedans. Il y avait c'était Claude plus tard. Meunier, on faisait un peu d'argent, puis on était étonnés, puis on s'en parlait entre nous autres. C'était à ce point que c'était pas... Je m'en allais pas dans un métier qui allait être payant, puis la situation a complètement changé, là. Elle a dramatiquement changé en cours de route. Puis je pense que premièrement, il y avait une école de l'humour, quand moi j'ai commencé, qu'il fallait être sur le chômage pour être à l'école de T'es l'humour. sérieux? Puis il donnait, je pense qu'il donnait... Patrick Huard m'a parlé de l'école de l'humour, c'est le premier. Il dit, Martin, il dit, embarque là-dedans. Moi, je partais un groupe d'humour, ça marchait pas. Il dit, faut que tu sois sur le chômage, il te paye, ça dure 6 mois, puis tu pars en tournée. Pour Patrick, là, c'était le deal du siècle, cette école-là, puis aujourd'hui, c'est 20 000 $, ça dure 2 ans. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu t'inscris pas dans quelque chose qui coûte 20 000 $ en pensant pas le rentabiliser. Fait que c'était une autre perception, là. Moi, je suis rentré là-dedans dans le temps que tu t'en es... Premièrement, puis quand j'ai eu mon deuxième gars, il y a maintenant 14 ans, je me rappelle, ça a l'air d'hier, là, parce que, tu sais, quand c'est la naissance, tu sais, bon. Mais, tu sais, j'ai mon gars dans les mains, il vient de naître, puis le médecin résident me dit, il dit, on a failli se croiser à Juste pour rire. Puis là, je suis quoi? Ben, il dit, j'ai fait partie du gala, là, Patrick Huard, les jeunes. En tout cas, il m'explique que ça l'a bien marqué, là, cette affaire-là d'humour. Puis il dit, là, je finis ma médecine. Puis mon plan A, là, c'est vraiment là, de m'inscrire. Et ça, pour moi, c'est un gros changement de société parce que moi, les gars qui avaient les notes pour être médecin de ma génération allaient être médecins. Puis il n'y avait pas de scénario A d'être un humoriste. Tu sais, tu partais pas de médecin. C'est pas un upgrade, là. Puis que ça allait être bien vu dans la société, dans ta famille, de dire, si tu m'as tout lâché ça, m'aller faire des jokes. Puis je pense que maintenant, tu sais, l'exemple de François Bellefeuille qui arrête d'être vétérinaire pour être humoriste. Tu sais, il y a de plus en plus, Simon Gouache, sa famille, c'est tous des médecins, il est humoriste. Tu sais, le gap, pour ma génération, ça se peut pas. Fait que est-ce que... Maintenant, reviens à ma question. Puis là. je reviens à ta question. C'est que, est-ce qu'un humoriste, mettons, qui fait... En fait, si un humoriste fonctionne, c'est qu'il y a un public. Fait que je peux pas imaginer quelqu'un qui étire... J'ai la misère à voir quelqu'un étirer une carrière parce que tu peux pas étirer l'intérêt des gens. C'est l'offre et la demande. Fait que si t'es pas drôle, puis les gens rient pas, tout ça, ça arrête, là, mais dans 2 secondes. Fait que tu peux pas étirer quelque chose. En tout cas, j'ai pas d'exemple dans ma tête ou de gens qui étirent quoi que ce soit. Sinon... Mais on va faire du montage de ma question, puis on va juste mettre les noms de Patrick Huard, Simon Gouache, Laurent Paquin. Ça va donner un contexte Non, là, mais pour tu les peux shorts. dire, je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu peux dire, moi, un tel, je l'ai trouvé drôle, bien drôle, un tel, j'en suis revenu, je le trouve plus drôle, puis lui, il continue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si lui ou elle qui continue, C'est qu'il y a d'autres ben, il y a mondes. quand même d'autres mondes qui le trouvent drôle, qui la trouvent drôle, puis même si toi, tu as passé à d'autres choses, c'est rare dans notre métier d'avoir des gens qui nous aiment depuis notre première journée jusqu'à notre dernière journée parce que le cerveau humain a besoin d'énormément de variété, surtout artistiquement. Fait que, tu sais, j'ai beau triper ces Beatles, j'ai été capable d'écouter tous les autres bands, même si c'est le band auquel je reviens régulièrement. Je connais toutes les autres bandes, tu sais. Puis en 30 ans de carrière, tu as vu différentes modes, tu as vu différentes approches. Là, Puis comment, ça serait quoi ton truc pour rester pertinent avec ton public? Est-ce que tu te connectes à TikTok à tous les soirs pour essayer de voir les nouvelles tendances puis les imiter dans ton show? Ou fais fuck off TikTok? Bien, quand tu commences, il y a probablement une part d'imitation parce que les influences, les artistes, on fonctionne par strates. Fait que je pense que quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé pas d'Internet. Fait que s'il y avait des gens qui pouvaient m'influencer, je les connaissais pas encore, tu sais. Fait que j'ai commencé mon métier à l'aveugle, puis
je réinventais la roue dans le sens que ça faisait 5 ans que je faisais du stand-up, là, je découvrais que ce que je pensais avoir inventé existait depuis 15 ans, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça qui était intéressant pour moi dans mon parcours, de faire « Ah, il fait la même affaire que moi en 55? Wow! Quel drôle de hasard! » Au moins, tu n'as pas fait un Gad Elmaleh de toi, là. Non, c'est ça. J'étais obligé de... Puis je vivais dans un... Puis mentalement, où ça allait pas bien dans ma vision des choses, c'est que j'avais tout le temps l'impression que c'était le même public dans la salle. Fait que je m'obligeais en début de carrière à écrire tellement de nouveaux matériels parce que j'ai de la misère à concevoir que c'était pas le même monde. Fait que je voulais jamais me faire pogner à avoir dit 2 fois le même gag. Fait que j'écrivais beaucoup. C'est dur de faire une carrière de 30 ans sans faire En 2 fois le faisant même gag. 2 fois la même affaire. Mais là, j'ai fini par l'accepter. Mais ta question... C'était, est-ce que t'as-tu adopté des nouveaux trends? Ah, Es-tu ouais. sur TikTok? Tu fais-tu du YouTube? Ou à un moment donné, tu dis, je reste avec le même public, puis ce public-là vieillit avec moi? Non, je pense pas qu'il vieillit. D'un, je pense pas que ton public vieillit avec toi. OK. Fait que je pense pas que ça... Si je me rappelle, le dernier show d'Yvon Deschamps qui a capté, c'était Yvon Deschamps au manoir Rouville-Campbell. Ouais. Puis il commence son show en disant « Qui ici me voit pour la première fois? » Puis t'as toute la salle qui applaudit. Fait que, tu sais, c'est Yvon Deschamps, c'est son dernier one-man show, c'est au manoir Rouville-Campbell, il se l'est acheté, c'est à lui. Là, tu te dis, c'est un vieux public, c'est tout du nouveau monde. C'est tout du monde qui le voit pour la première fois. Fait que, tu sais, moi, j'ai la chance de... j'ai fini ma dernière tournée, je commence ma 5e. J'ai vu il y a du monde qui m'ont peut-être vu toutes mes one-man shows, mais c'est une je sais pas, c'est une minorité qui ont vu les 4 shows, là, qui vont voir le 5e. C'est une minorité. La majorité de mon public m'ont vu 1 ou 2 fois. Puis je trouve ça très bon. Parce que, tu sais, moi, je viens d'avoir, j'ai des ados. Hey, pendant 10-12 ans, là, j'avais pas de moment pour aller voir mon humoriste ou mon chanteur préféré, là, tu sais. Fait que j'ai raté, là, j'ai vu le train passer à la gare souvent du show qui est cool à aller voir, puis je suis pogné dans les couches, tout ça. Fait que c'est la vie de tout le monde. Là, Ils n'ont pas tout le temps disponible. Ils ont encore des couches. Il y a encore des couches, mais non, c'est ça qui est étonnant. Des fois, ça reste. Mais je les ai entraînés à ne pas salir ma toilette, c'est ça. Très bon. C'est ça mon entraînement. Mon calcul, c'est ça. Next level. Mon calcul, ouais. Ça, c'est un bon point, parce que moi, je me rappelle, dans vingtaine, tu sais, je sortais, mettons, dans des trucs de golf, des galas, puis j'étais comme, c'était soit des gens de 20 ans ou des gens de comme 45 et plus. Oui. Mais les trentenaires, là, ils étaient tous pas là. Puis là, maintenant que j'ai 30 ans, je sais, ils sont où? Ils sont à la maison en train de changer des couches. Exactement. C'est les fantômes. Quand tu vois des trentenaires, c'est rare. Moi, dans ma salle, je suis chanceux. J'ai vraiment un public. Je ne comprends pas mon public. Fait que si tu me poses la question, c'est quoi C'est qui ton public? C'est quoi mon marché cible? J'ai aucune idée. Mais je suis capable de voir, mettons, quand je vais voir d'autres humoristes, je vais faire OK, ça, c'est clairement pas eux autres. J'ai un public qui est. Les tranches d'âge, c'est fou, là. Tu sais, c'est comme, j'ai la même proportion de monde de 20 ans que de monde de 60. Ah ouais. J'ai aucune... C'était vraiment... Moi, j'ai un public d'affinité d'esprit qui fait en sorte que l'âge importe peu, tu sais. Mais il y en a que oui. Puis il y en a que c'est générationnel, et tout ça. Moi, ça semble pas être le cas. Alors, je disais, vous avez cofondé le Bordel Comedy Club, qui est un endroit où vous vous entraînez comme humoriste. Dans ce bordel-là, quand tu fais tes spectacles ou tes bouts de spectacle, là, tu dois avoir un crowd qui n'est pas nécessairement le tien, ou ton crowd est assez générique que c'est toujours le temps comme le tien. Ce qui est intéressant avec le Bordel, c'est que pour moi, c'est le meilleur public c'est le meilleur public possible. Pourquoi? Parce que c'est l'offre du Bordel, c'est la suivante, c'est que tu t'en vas voir une soirée d'humour, puis tu ne sais pas c'est qui. Fait que c'est ça Donc, ça s'adresse... Toute la population ou tous les clients d'humour qui sont fans de... Je sais pas moi, t'es fan de Lise Dion. Mais c'est juste Lise Dion qui t'intéresse. T'es pas un client typique du Bordel.
Le client typique du bordel, c'est quelqu'un qui se dit, moi, j'aime assez l'humour pour aller en voir, parce qu'il y a un animateur puis 5 humoristes. Fait que je vais aller voir 6 humoristes, puis j'ai probablement, tu te dis, j'aime assez l'humour pour aimer la majorité de ces 6 personnes-là, peu importe c'est qui. Ça veut dire que c'est du monde là, qui sont hyper ouverts à l'humour en général. Ils arrivent dans la salle. Fait que là, c'est comme si on avait réussi à faire une sélection de vraiment des gens qui aiment l'humour au sens large. Puis là, après ça, ils découvrent. Puis là, Louis-José arrive, puis là, Laurent Paquin, puis Mégane Brouillard, puis ils prennent, là... Tu sais, au bordel, là, ils vont prendre les meilleurs numéros. Puis si tu es connu, tu vas avoir un très bon 30 secondes, plus que quelqu'un qui n'est pas connu. Fait que moi, je rentre, je suis connu, j'ai un 30 secondes. Mon premier 30 secondes, il est plus le fun que quand tu n'es pas connu. Mais après ça, 30 normal. secondes, c'est tes jokes qui vont tenir le reste de la performance parce que les gens sont là pour voir des bons gags et non pas pour voir des gens connus. Puis c'est quoi la raison, quand vous avez parti le bordel, de pas annoncer, mettons, que ce soir, Louis-José va être là ou que ce soir, Martin Petit est là? C'était quoi la prémisse d'ailleurs de dire on garde ça secret tous les soirs, on ne sait pas c'est qui? On voulait avoir un prix de billet bas, puis vendre une expérience. Puis ça déjoue, en fait, c'est que ça déjoue tes attentes. On espérait que ça fonctionne, là, ça aurait pu ne pas fonctionner, puis on aurait peut-être changé notre façon d'annoncer les affaires, puis de dire, mais là, il va y avoir un tel, puis tout ça, puis ça devient un gala juste pour rire. C'est une recette copiée d'ailleurs? Le modèle bordel communautaire? Ça existe aux États-Unis, des clubs de comédie, puis le succès des clubs de comédie, c'est pas mal ça. C'est que tu arrives à la dernière, c'est qu'un humoriste, en tout cas, les humoristes américains ne le gèrent pas comme nous autres on le gère, mais ça permet de dire, hey, j'ai écrit quelque chose de bon dans la journée, mettons, tu sais. Puis j'ai le goût de le tester à soir, je vais le faire. Les humoristes américains fonctionnent beaucoup en faisant des shows, des grosses salles les week-ends. OK. Fait que tous les humoristes américains que t'aimes ont un 10 minutes sur des jokes d'aéroport puis d'avion pour toute la gang. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas parce qu'ils passent 80% de leur transport dans la vie dans des aéroports parce qu'ils partent soit de New York ou Los Angeles puis ils font toutes les villes des États-Unis en avion. Puis c'est la semaine qu'eux autres qui testent leur joke. Fait que t'écris la semaine, puis ils vont d'un club de comédie tester ça. Puis, tu sais, à New York, il y a peut-être 12 clubs de comédie. Fait que là, ils se promènent, puis ils testent ça. Puis après ça, une fois que c'est bien rodé, après 12 fois, là, tu sais où tu t'en vas, ils l'incorporent dans l'horaire, puis là, ils s'en vont faire ça en avion. Nous autres, notre utilisation, c'est que mais on ne savait pas que ça allait donner ça, premièrement. On ne l'avait jamais vécu. Je suis un peu jaloux du succès. Quand tu dis « je me sens pas tant entrepreneur », je suis comme « c'est une bonne première business ». Ça a répondu à 2 besoins. Il y avait un besoin du public pour ce genre de... Puis il y avait un besoin du marché, c'est-à-dire les humoristes. On n'avait pas d'endroit où on pouvait faire énormément de rodage. Puis le rodage, c'est ce qui fait en sorte que c'est l'équivalent des pratiques au hockey. Tu sais, on est capable de pratiquer nos jeux, puis après ça, on est bon rendu devant 25 000 personnes. Mais tester de quoi devant 25 000 personnes, c'est risqué, c'est peut-être pas la meilleure façon de fonctionner. Fait que le hockey est meilleur. Tu sais, les joueurs de hockey travaillent mieux qu'ils travaillaient il y a 50 ans, puis je pense que les humoristes, c'est la même chose. On ne pourrait pas arriver à la fin de l'année et dire « voici mon meilleur matériel, je l'ai fait 4 fois », comme quand moi j'ai commencé ma carrière. Moi, j'ai commencé ma carrière. C'est absurde le niveau de risque que j'avais. Je rentrais au Théâtre Saint-Denis avec des jokes que j'avais jamais faites. Tu sais, où j'animais des galas juste pour rire avec des jokes. Puis là, j'ai cassé tout. Pendant 45 minutes, moi, j'avais 45 minutes de matériel que j'ai jamais fait. C'est quand même... Ça se peut pas jouer au bordel un samedi, je le fais 6 fois parce qu'on a 2 salles. Chaque salle, tu sais, on fait 3 shows par salle. Fait qu'on reste au même endroit puis on le fait 6 fois dans la même journée. Ça me prenait un mois et demi avant de faire
6 fois. Fait que ça a répondu à vraiment une demande du milieu de l'humour. Moi, quand je me suis lancé en affaires, je disais, travail. C'était la phrase qui m'avait beaucoup inspiré, c'est travaille pour tes rêves, sinon tu vas travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis j'ai comme prémisse de base qu'au Québec, c'était beaucoup les producteurs, les artistes se faisaient fourrer par les producteurs. Ouais. Il y avait toujours un scandale de billetterie aux 10 à 15 ans, que ça coûtait trop cher. On veut des noms. Puis, ben, en fait, le Bordel Comedy Club, à mon sens, est venu un peu répondre à ça, de dire pourquoi j'enrichirais un producteur ou une salle de spectacle si c'est moi le talent, si je suis capable moi-même. Je suis pas moins intelligent que ce producteur-là. Je suis capable de faire ta job. Fait que je m'équipe d'une salle. T'sais, est-ce que c'est mission accomplie aujourd'hui de ça? Ou encore les artistes se font fourrer par les producteurs? Ça, c'était pour le clickbait que j'ai dit ça. Oui, D'accord. ça. Est-ce que les artistes se font encore fourrer par les producteurs? Prends une pause, dis oui, puis après ça, réponds à la question. Oui, c'est ça. C'est un excellent clip. Je pense que c'est un milieu. C'est un milieu particulier au niveau des affaires. Là. Ouais. Même aux États-Unis, je suis obligé de dire que C'est pas parfait. Hein? c'est très, très, très imparfait. Moi, je pense que c'est un des endroits. C'est peut-être dans le secteur économique, là, c'est le secteur où les gens sont le moins lettrés en affaires. Je pense que essentiellement, moi, la majorité des artistes que je côtoie sont illettrés en ce qui est dans le monde des affaires. Ils ne savent pas comment ça marche. Fait qu'un jeune, là, tu lui conseilles d'avoir une bonne joke ou un bon comptable? Moi, je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que je comprends ton... Si tu existes, si tu es un humoriste, tu devrais rapidement combler tes lacunes. Puis tes lacunes, si tu es bon humoriste, puis te dire que c'est juste en étant drôle que je vais Que ça passer va au marcher travers, puis que je vais réussir. puis de ne pas combler la lacune d'avoir, si c'est un bon comptable, éventuellement, quelqu'un qui est capable... Parce qu'un comptable, c'est lousse, là. C'est lousse. Je me fierais pas non plus Donc, sur c'est un dans la comptable. parce tabarouette, que- un comptable, là. Norbourg avait des comptables. Hein, fait que- C'est exactement. C'est Ah oui, c'est vrai. Tu sais, Ah oui. quelqu'un qui connaît... Puis, ouais, c'est ça. Puis, comptable, c'est pas ta référence nécessairement. Ni un fiscaliste. Un bon gérant, peut-être? Aux États-Unis, la façon qu'eux autres fonctionnent, c'est... Eux autres, quand tu es un artiste établi, tu as un avocat. OK. Tu as un avocat qui prend un pourcentage. Tu as un gérant qui prend jamais plus que 10 % Tu as un avocat qui peut prendre quelque chose qui ressemble à ça. Quand même. C'est comme si, mettons, ce qu'on donne de façon très généreuse, là, il y a un standard. Là, il y a des artistes qui donnent au Québec jusqu'à 25 % de leurs revenus. Aux États-Unis, c'est morcelé entre un comptable, ton agent et un avocat. Fait que tu as au moins 3 personnes aux États-Unis qui vont te conseiller dans tes affaires, puis ces 3 personnes-là travaillent pas pour la même compagnie. Fait que tu vas avoir 3 opinions. Il y a des choses aux États-Unis qui se font pas par la loi, comme par exemple ce qui se fait au Québec, mettons, d'être un festival qui reçoit des subventions, qui produit des shows et qui gère la carrière. Fait que tu peux être un artiste puis te faire gérer par ton producteur qui a le festival. Aux États-Unis, c'est illégal. Je comprends. Au Québec, c'est légalisé. Il n'y a personne au Québec qui est conscient que ça se pourrait que ce soit illégal dans d'autres pays. C'est-à-dire à quel point aussi, au niveau du gouvernement, les gens sont illettrés. Les gens au gouvernement, en culture, n'ont aucune idée de ce qui se passe, sur le terrain, puis n'ont aucune idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde, Ah oui. entre autres aux États-Unis. Puis c'est volontaire, ça? C'est de l'ignorance. Là-dessus, je trouve que c'est de l'ignorance pure. C'est comme si... C'est l'équivalent... C'est comme si au Québec, il y avait des producteurs automobiles qui ne savaient pas que Jeep et Tesla existent. C'est quand même Ils facile. disent, on fait des chars. Oui, c'est ça. Fait qu'en culture au Québec, c'est on fait de la culture, puis ils ne savent pas comment ça marche ailleurs. Puis moi, j'ai eu la chance, puis je dis ça parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 gros projets qui ont marché aux États-Unis. Fait que quand j'allais là, j'imbibais
Tu sais, C'est quoi les projets? je pognais toute l'information comme ça. J'ai écrit un film américain, puis j'ai vendu... Starbucks? J'ai fait Starbucks, puis j'ai vendu les pêcheurs aux États-Unis. Fait que par 2 fois, puis j'ai travaillé avec des équipes d'adaptation. Fait que j'ai eu 2 moments où je suis allé travailler vraiment là-bas. Fait que j'ai travaillé... Tu sais, je suis un des rares que cette expérience-là, mais j'ai pu voir comment ça fonctionne. J'ai un agent à Los Angeles. Fait qu'on discute, puis on discute beaucoup. Oui. Lui et moi parce que par curiosité aussi, ils veulent savoir comment ça marche à Montréal. Ils veulent tous se partir à un spectacle pour gérer des artistes. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de franchises, mais de Los Angeles à ici. Mais en fait, ils sont étonnés qu'il se passe de quoi, parce que c'est une anomalie culturelle. Là, Mais parlant de gérance, je pense que ta conjointe est ta gérante. Oui, exactement. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, ça? C'est une très bonne idée une très bonne en idée? ce qui me concerne. Oui, ça marche Ouais. bien. Ouais, Si tu veux pas que tu sois absolument. au pain sec et à l'eau, il n'y avait pas le choix de dire ça. Hein. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est voulu de part et d'autre, tu sais, c'est-à-dire que... Oui, parce que la relation... Tu sais, ma blonde, c'est vraiment une productrice dans l'âme, c'est quelqu'un qui a un regard artistique, c'est pas ma conjointe. Elle booké Stéphane Rousseau il y a 20 ans, tu sais. C'était son métier. C'est son métier. Ah, d'accord. C'est ça. Fait que l'erreur que tu fais, c'est de penser que c'était pas son métier. Absolument. Fait que c'est ça. Mais je te demanderais, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer maintenant, elle, pour être une meilleure gérante pour toi? C'est le temps de lui dire, là. C'est à l'écoute. Là, on vit un problème en ce moment, c'est la vaisselle fait du bruit. Fait que c'est peut-être la seule affaire que pendant que je fais un podcast, j'aimerais ça des fois quand je travaille dans la cuisine de ne pas avoir le... OK. Non, c'est bien, on gère bien ça, puis ouais, puis bravo à nous d'avoir et gérer des shows, puis gérer des enfants, tout ça. Parce que pour créer ce que j'ai fait dans mes choix de carrière, surtout dans les 15 dernières années avec les enfants, c'est de dire, je me suis dit, moi, mon succès, je vais l'évaluer de cette façon-là. Parce que, tu sais... C'est pas juste un succès de billetterie, là. Ben, moi, j'ai décidé que mon succès, je l'évaluais moi-même. J'allais faire mes paramètres de succès. Fait que quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, moi, je suis dans un milieu qui est miné par des problèmes de santé mentale, d'ego. Je suis entouré de narcissiques, je suis entouré de manipulateurs. C'est la réalité de mon milieu. Je ne vais pas changer ça, il n'y aura plus personne. Fait que, mais je suis capable d'aimer des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Là, je les aime. J'aime le talent. J'aime le talent, puis je sais que le talent est capable de venir avec énormément de problèmes. Fait que j'ai une tolérance. Je viens d'une famille assez particulière qui fait que moi, j'ai une tolérance à tout ça. Et là, tu m'ouvres la porte grande de même, j'ai pas le choix. Mais j'avais décidé que moi, mes enfants n'allaient pas souffrir de ça. Puis ils n'allaient pas souffrir. Parce que si je m'étais dit, je vais me fier, mais ma définition de mon succès va être dans le regard des autres, je le connais, le regard des autres. Puis je sais que les gens vont vouloir, aimeraient que je sois là, puis là, en même temps, pour eux autres, tout le temps disponible. Puis ça, c'est inconciliable avec le fait d'être un bon père de famille. Fait que moi, j'ai décidé, j'ai fait mes critères de père de famille. C'est quoi le nombre de temps qu'il faut que je passe à la maison? Ce que je suis comme ce que je représente, c'est quoi mon rôle dans la famille. Puis ça ne sera pas négociable. Puis mon milieu va s'adapter à moi. Puis là, tu vois, mes kids ont 16 et 14, bientôt 17. Puis j'ai réussi ça. Tu n'as pas été absent. Pas du tout. Qu'est-ce qui te prend le plus d'heures, mettons, dans un mois ou une semaine? C'est-tu plus ta carrière, écrire, faire les tournées, la télé, la gestion du bordel? Il n'y a pas une semaine pareille. Fait que, carrément. Il n'y a pas une semaine. Tous ces éléments-là, ça peut passer de 0 à 100% dans une semaine. Fait que j'ai pas de routine. Puis je suis à l'aise avec ça. Fait que mon besoin de routine est inexistant. Fait que je suis capable de composer avec ça. J'ai pas...
je peux pas développer des trucs. Tu sais, des fois, chaque année, tu sais, il y a des revues, là, des revues de marketing. Puis je sais que les entrepreneurs sont bien fascinés par l'organisation du temps parce que c'est comme 50% des articles des revues de finances. Tout le temps, Tout le là. temps. Les trucs des millionnaires. Pour être plus c'est productif. Qu'est-ce qu'il mange le matin? À quelle heure il se lève? Combien de temps il met à manger versus le soir? Puis On se le dit, quel c'est de la podcast bullshit, là. t'écoutes? Ah Puis oui. ça, hey, là, t'es en train de demander, là... Tu sais, c'est pas la quantité de framboises que tu mets dans tes céréales qui va faire... tu Mais sais, si Elon Musk le fait. J'adore ce copiage-là. Cette C'est ça, le seul fascination-là. ingrédient du succès d'Elon Musk. Exactement. Tu c'est dis, comment il gère son Elon matin. Musk, c'est 4h15, 4h17 qu'il se lève. Tu sais, je peux-tu faire pareil? Mais ça me fascine. J'aime les entrepreneurs, mais je vois, à chaque fois que je suis à l'aéroport puis j'achète un magazine d'entrepreneurs, puis je vois, tu regardes les titres d'articles, qu'est-ce qui vous intéresse? Tu sais, et c'est inutile de lire ça. Au final, c'est divertissant. Tu peux pogner 2-3 trucs, mais au final, le message, c'est fait donc, tu sais... Puis je trouve que ça nous rend tout le temps inadéquats. Parce que moi, j'ai 3 gars, OK? Il n'y a aucune chance que je sois capable de faire ce qu'ils font dans le temps qu'ils ont. Ça fait juste me faire sentir pas. Je vais dire, Ouais, mais Elon Musk, je vais il en essayer a de faire 8. telle affaire de plus, mais j'y arriverai pas. Là. Ah non, c'est complètement ridicule. Tu m'ouvres la porte grande ouverte, tu sais, plutôt la censure dans le domaine des humoristes. Tu sais, on se le cachera pas, c'est toujours tricky de est-ce que ma blague va heurter peu d'entrepreneurs, on en parlait avant l'épisode, qui s'affichent un parti politique. Tu sais, on a peur que ça vienne jouer sur notre chiffre d'affaires. Moi, je l'ai vécu, tu sais, dans mes positions politiques, on m'a demandé peut-être sur la Chambre de commerce Montréal métropolitain. C'était comme, peut-être pas le bienvenu finalement, c'est pas clair. Est-ce que toi, ça t'a toujours habité de dire, je veux pas, je me censure, je fais attention ou fuck that? Je me lance. Non, je pense que je fais attention. OK. Mais c'est pas la prudence, c'est pas... Sur quel thème, mettons, tu fais attention le plus? comment dire? C'est pas un signe négatif pour moi, la prudence. Moi, tu sais, il y a un poète que j'aime beaucoup qui disait que tu peux être jugé sur ce que tu n'écris pas aussi. Non. Tu sais, c'est pas... L'autocensure, pour moi, c'est j'ai envie de dire de quoi, puis je le dis pas. Ça, c'est de l'autocensure. Je considère que c'est important de dire ça, puis je le dis pas. Là, tu t'autocensures, puis je considère que ça va t'empoisonner l'existence, puis tu vas être malheureux. Fait que moi, je considère que ce que tu as envie, ce que tu réprimes comme envie, tu te rends malheureux. Puis je fais pas cette erreur-là. Puis c'est pour ça que je suis sur Twitter, même si, mettons, si je voulais faire la promotion de mon métier, je serais sur TikTok. Mais je suis sur le plus vieux des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce que j'aime de Twitter, c'est que j'amène mes opinions au gym. Quand j'amène tout ce que j'ai envie de dire, puis mes opinions, je les amène au gym, puis je m'en vais forcer contre le monde. Oui, parce qu'il paraît que Twitter, c'est assez intense. Twitter, c'est intense, mais pas dans le mauvais sens. C'est un gym. Un gym, ça prend de la résistance. Puis tu t'en vas sur Twitter, puis si tu écris quelque chose, puis t'es comme, pour vrai, si ta prémisse est dans le champ, il y a du monde qui vont se faire un malin plaisir à te le remettre sur le nez. Et tant mieux, parce que c'est comme si tu as mal utilisé. Là, tu as de la résistance, puis tu t'entraînes. Tu t'entraînes contre, puis je pousse loin. Puis si tu veux savoir ce que je pense, si tu veux savoir, tu vas sur Twitter, tu sais tout sur moi. As-tu déjà oui. délité des posts Twitter? Tu dis, ça, j'ai testé trop loin, la résistance était trop forte. Il y en a un que j'ai... À un moment donné, j'ai fermé mon compte pendant 6 mois parce que je détestais... Ça me faisait détester certaines personnes. Ah oui, hein? Et ça, j'aimais pas le feeling. C'était pas par rapport à... J'ai fait... Là, c'est surtout sur le thème linguistique à Montréal. Puis là, j'ai fait... Non, là, il y a du monde que je vais les détester, puis ils méritent peut-être même pas que je les déteste. Mais là, je m'enligne pour pas aimer le monde. Je connais mon feeling. Puis tu sais, en 15 ans, Twitter, c'est arrivé. Pendant 6 mois, j'ai mis un cadenas sur mon affaire. Je dis là,
j'aime pas le feeling de ne pas aimer du monde. Puis moi, je vais à la rencontre des gens. Puis tu sais, j'ai une belle enfance, mais j'avais des parents, mettons, qui chicanaient. Puis mon caractère faisait en sorte que j'étais souvent en train de dire à mon père ce que ma mère essayait de dire, puis de dire l'inverse, puis d'essayer de concilier les deux. Fait que moi, mon tempérament, c'est d'être le gars dans le milieu d'une chicane qui essaie de dire « Oui, mais cet argument-là, puis tu sais... » Fait que j'ai ce tempérament-là. Fait que ça peut être épuisant sur Twitter, mais c'est intéressant comme qu'il y ait un endroit, en tout cas, que tu puisses le dire. Parce que des fois, je dis des choses sur Twitter que j'ai pas trouvé la formulation humoristique, mais j'ai trouvé l'angle, j'ai trouvé l'éditorial, puis j'ai fait « Ouais, dans ce que j'essaye de dire, c'est ça, j'ai trouvé le bon ton. » Puis après ça se décline en joke, puis je vais au bordel, puis je le fais. C'est ça. Puis en général, ça fonctionne. Fait qu'il y a comme... un processus créatif qui est intéressant. Ça fonctionne, là. Mais je me sens... C'est ça. Je trouve ça... Les artistes, on est intéressants quand on va en périphérie des choses, quand on va dans les avant-postes de tout ça. Fait qu'on est... C'est ça notre rôle. Puis quand on le fait bien, c'est mon rôle d'aller jouer, tu sais, des jokes de transe, là. Tu sais, un médecin vient d'être radié de 3 mois parce qu'il s'est obstiné avec la madame qui veut être un homme, tu sais, puis qui dit qu'il est un homme, mais tu m'appelleras pas. Tu sais, là, puis c'est bien décrit dans l'article, là, tu vois, là, que le médecin, il a 87. Il y a 700 patients, là, puis c'est un gars de la C, c'est un gars... Il veut rien savoir. Il a commencé à pratiquer dans les années 80. Ouais, OK, on sait de qui tu parles, là. Puis, tu sais, mais il est radié pendant 3 mois, ce que je trouve absolument excessif. Tu sais, je veux dire, il y a 700 clients qui ne voient pas leur médecin parce qu'il s'est obstiné avec la madame, monsieur, puis là, lui ça... Il a tilté, c'est un vieux Christ, laisse-le tranquille. Moi, j'ai 12 jokes, là. J'en fais 12, puis je suis pas radié. Puis, mais c'est pas contre, je ris pas des trans, mais je parle du sujet, par exemple. Puis, le fait que moi, je parle du sujet sur scène, mais je sais le rôle social que j'ai. Ça permet aux gens de dire, si t'as pas le goût, toi, d'en parler au bureau pour que la merde pogne, tu peux toujours dire, Martin Petit a compté cette joke-là, par exemple, puis ça va tout être sur ma responsabilité. Puis c'est ça mon rôle social. Mais si moi, comme artiste, dans le contexte d'un show d'humour, je la fais pas, ou moi, en général, moi et tous les humoristes, si, mettons, de façon naturelle, on décide tous de ne jamais, même pas, effleurer le sujet, là, on est responsable d'un climat où les gens se demandent, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas normalement comme n'importe comme une tasse, puisque les choses normales méritent d'en parler normalement. Fait qu'on a des responsabilités, fait qu'on a une obligation. Puis quand tu comprends ton rôle, tu fais bien ton travail, je pense. Puis est-ce que l'humour est un bon médium pour justement aborder des sujets sensibles, tu sais, dans la vie de tous les jours? Est-ce que, tu sais, conversation avec un employé du bordel, ça passe pas? On le fait-tu sérieux ou tant qu'à être, l'humour peut détendre puis le message passe pareil? Mais c'est pas un environnement très stressant, le bordel, même si tout le monde derrière fait exactement son métier. Nous autres, on a attiré, tu sais, tous les gens qui quasiment travaillent au bordel sont d'aspirants humoristes. Fait que de la fille qui s'occupe de placer les sièges, c'est une fille qui fait les soirées open mic. Le technicien de scène fait aussi des soirées open mic, participe au gang show. Fait que, tu sais, les gens qui sont derrière veulent faire ça, puis c'est une excellente école que d'être dans l'endroit où tu vois passer les meilleurs non-stop. C'est un incubateur. C'est mieux d'être au bordel puis de travailler comme waiter au bordel si tu veux être humoriste que d'aller travailler chez Saint-Hubert parce que tu vas... T'absorbes. Tu vois Louis-José répéter son ouverture de la disque en octobre. Louis-José, ça fait comme 16 ans qu'il vient d'arrêter ou ça faisait 18 ans. Mais avec le bordel, il venait de fin août jusqu'à mi-octobre, 3 fois par semaine, faire son numéro d'ouverture de la disque. Fait que moi, je l'ai vu, mettons, son numéro peut-être 7 fois cet automne, évoluer avant le résultat final de la disque. J'ai vu le numéro évoluer. Moi, ça me permet de comprendre le processus créatif de Louis-José, puis les gens qui travaillent au bordel, les autres qui l'ont vu. Fait que c'est ça.
Mais je pense pas que j'ai à établir une culture de l'humour dans Quand tout le monde travaille cette en humour. entreprise-là, parce que c'est toute une gang de phoniques. Puis justement, il y a 763 gradués de l'École nationale de l'humour en date d'aujourd'hui au Québec. Étienne, il est ami avec chacun d'entre eux sur LinkedIn. Et je les ai tous ajoutés sur LinkedIn. Ils m'ont pas répondu encore, je sais pas pourquoi. Mais c'est... Tu sais, on parlait de la Ligue nationale aussi qui se pratique sur la glace. Il y a quasiment plus d'élus dans la Ligue nationale de hockey qu'en humour au Québec. Parce que des humoristes québécois millionnaires, il y en a quoi? Peut-être une dizaine, quinzaine qu'on pourrait compter. Alors qu'il y a 763 gradués depuis l'ouverture. Tu sais, c'est tough percer, c'est tough d'en faire une carrière. Tu conseilles-tu au monde de pousser et de continuer ou c'est comme fais attention? Ben c'est drôle parce que ça reste, je reviens à ce que je disais au début, moi je suis rentré là-dedans. On fait la boucle, là. En sachant pas que c'était un métier. Fait que déjà, là, tu sais... Mais tu le sais maintenant, là, 30 ans plus tard. Là. Maintenant, T'as compris? Oui, absolument. Puis, c'est important, ça. C'est important aussi, tu sais, Martin Matt, là, quand il dit c'est important d'être confiant. Puis Martin est arrivé avec une... Moi, je trouve que Martin est arrivé avec une nouvelle façon business saine de parler de ce métier-là. Pas en s'excusant d'avoir du succès, puis en disant le succès, gars, je te raconterai pas tout le travail qu'il faut que je mette, mais il y en a. Fait que part du principe que j'ai mis le travail, puis que ma confiance est en conséquence du travail que j'ai mis pour avoir du succès, puis de dire, puis j'aime bien l'exemple qu'il donne, c'est de dire, moi, je me fais opérer par un chirurgien, j'ai pas le goût d'avoir un chirurgien qui dit, en tout cas, je pense que je suis pas pire, là, je commence peut-être à l'avoir. Tu veux pas le Tu veux te deuxième. faire opérer par le meilleur. Puis le gars, tu veux qu'il se dise, gars, je sais où je m'en vais, là. Je vais t'enlever ton cerveau, mais celui qu'on va te mettre, il va être fait que cet exemple-là est bon. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable de dire, moi, si je te donne rendez-vous le 22 mars, un vendredi soir, à Landré Mathieu, gars, ça va être drôle, je vais être en forme, puis je vais tout faire en sorte pour que ça soit une bonne soirée. Je te dis pas, en tout cas, j'espère qu'on va avoir du... Puis là, te communiquer de l'insécurité. Tu sais, je suis pas sûr que... Moi, c'est ça. C'est pas ça que j'ai envie d'acheter de l'insécurité. Puis... Fait que quand t'es bon, ça vaut la peine que si t'es passionné, t'es bon, ben le marché va te prendre puis il va te faire vivre de ça. Bien, c'est Comme n'importe quelle entreprise. Hein. Ça, c'est pas garanti. Non? C'est là que le Québec est dans quelque chose de très, très particulier. Puis, tu sais, je comprends qu'il y ait des gens qui aient suggéré à Justin Trudeau d'ouvrir l'immigration parce que, dans une perspective Tim Hortons, effectivement, 100 millions de Canadiens demain matin, c'est 100 millions de personnes qui ont les moyens normalement d'acheter du café Tim Hortons. Fait que, tu sais, dans son plan d'affaires, Tim Hortons, c'est, oui, la particularité culturelle du Québec, tu sais, moi, je suis un artiste, j'évolue dans un milieu qui est excessivement fragile, beaucoup plus fragile qu'on pense. Puis, il y a 2 ans, on a parlé de la louisianisation du Québec. Puis, tout le monde a dit « Ah, je pense qu'on exagère. » Puis, Zachary Richard, lui, disait « Non, vous n'êtes pas comme en Louisiane, au Québec, parce que vous autres, vous avez des postes de TV, puis ça fonctionne bien. » Il y a 2 ans, ça, oui. Il disait ça il y a 2 ans. Écoute, c'est le fun qu'on a... Il y a 2 ans, moi, je savais que le modèle, la télévision québécoise, ça s'en va dans une courbe comme ça. Fait que là, je me dis, OK, notre bouée de sauvetage de l'extérieur, ce que le gars dit qui est ta bouée de sauvetage, toi, tu sais qu'elle est percée puis elle prend l'eau, elle avec. Tout ça pour dire que ce qu'on vient de vivre au Québec, je parle au passé parce que c'est déjà en train de changer. Ça va moduler. Moi, je suis dans un milieu qui module énormément. Fait que c'est comme, je viens peut-être vivre les meilleurs moments dans mon métier à cette époque-là, des moments qui, tu sais... C'était le party. Je suis rentré, les galas Juste pour rire commençaient. Yvon Deschamps vient de faire le dernier gala Juste pour rire. On vient d'assister à la mort de cette affaire-là qu'on pensait qu'elle allait jamais mourir.
Fait que la culture, elle, continue. L'être humain, c'est un être de culture. Fait qu'il y a de la culture, peu importe ce qu'on vit. On peut être dans le désert en Égypte, il y a une culture. C'est une culture, la culture ne meurt pas. Elle se transforme. Mais ce qu'on vit au Québec comme modèle d'affaires, déjà, si on regarde aux États-Unis, ils sont toujours en train de se réinventer en ce moment. Il y a une crise en ce moment. On parle d'acteurs faits avec l'intelligence artificielle. Tu sais, déjà, dans le spectre d'une vie, ça bouge à l'endroit où on pensait que c'était le socle béton, puis ça, eux autres, ils sont déjà, eux autres, en train de parler de fragilisation. Fait que, ici, il faut être plus malin. Il faut être plus malin et connaissant si on veut s'assurer puis mesurer le luxe qu'on a des fois d'être à Saint-Hyacinthe puis d'aller voir un spectacle un vendredi soir. C'est pas quelque chose qui est garanti. Considérant ce que tu as dit sur l'ignorance des gouvernements face à la culture au Québec, je trouve que c'est très positif comme discours de fin où il faut être faut conscient. commencer. On part de loin, c'est ce que je comprends selon toi. Bien, au Québec, c'est le fun dans la vie de dire on est bon dans telle affaire. On est unique aussi en quelque On sorte. est unique. Non, mais c'est le fun de dire les vraies choses, de ne pas se conter des histoires. Tu sais. On est bon dans les affaires, puis il y a des affaires que... Puis c'est ça, l'idiotie, c'est de penser que tu es bon alors que tu n'es pas bon. Ou c'est de penser que tu connais quelque chose alors que tu ne le connais pas. Fait que je pense qu'il y a une part d'idiotie dans la façon de regarder la culture. Un petit peu... quand on parle de culture, là, puis on l'a vu avec la pandémie, là, les artistes... Faites-nous rire. Faites-nous rire. Allez, troubadour. On est à l'abandon, là. Faites-nous rire, là. Faites vos choses sur Facebook. Puis là, on dit, oui, après ça, on peut-tu parler de culture? Mais quoi d'autre à dire? C'est ça. Fait que ça a exposé ça. Puis voilà. Puis il y a quelque chose, j'espère qu'un jour, il va y avoir une littératie culturelle. Puis, à l'inverse, il va y avoir les gens de culture vont avoir une littératie de l'entrepreneuriat, puis de savoir comment une entreprise fonctionne. Parce que c'est ça, en culture, c'est ça, c'est une entreprise, c'est pas... Mais devant tout... C'est ça. Je pense qu'il faut sortir de la gestion cabane à sucre. Oui. L'image est parfaite. Martin Petit, merci beaucoup. Bien, merci les gars. Merci. Puis on se retrouve dans quelques secondes pour la question dérangeante. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Bleuet Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies. Et on est de retour pour la question dérangeante. Vous êtes prêts, les gars? Let's go! La question aujourd'hui, qui s'applique aussi au monde des arts et de l'humour, comment est-ce qu'on réagit ou comment réagissez-vous quand quelqu'un ou une entreprise est meilleur que vous? Vous le voyez là, c'est comme « Oh my God, ils sont vraiment meilleurs que nous autres ». Comment vous réagissez à ça? C'est tough parce que ça vient jouer sur l'ego, hein? Beaucoup, ce qu'on voit quand tu as un compétiteur qui sort un meilleur produit que toi, ou tu as un jeune qui dit « OK, il a vraiment plus de succès. » Je commençais ma carrière, il était même pas né. Puis là, il arrive, puis Colin, il vend plus de billets, ou il a un meilleur succès, un meilleur reach. Ça vient jouer sur l'ego, puis ça vient douter de ta valeur. Mais moi, j'aime beaucoup l'analogie avec le film avec Bradley Cooper, Burnt, qui était un chef cuisinier qui veut des étoiles Michelin. Puis dans le film, il montre la compétition entre lui et son rival qui se pousse à être les meilleurs chefs l'un et l'autre. Puis on le voit dans la F1 aussi, tu sais, les pilotes qui disent « J'ai besoin de toi pour faire un meilleur temps parce que tu me pousses à être meilleur. » Moi, je réagis beaucoup à l'ego, malheureusement, je le sais. Mais quand je regarde ce qui s'en vient, quand je regarde les compétiteurs innover, quand je regarde, c'est ça qui me fait faire des nuits blanches. Puis c'est ça qui me garde toujours le couteau entre les dents. Puis ma blonde m'avait dit à un moment donné, là, comme t'es fatigué, prends une pause des réseaux sociaux, prends une pause. Puis honnêtement, ça m'a fait du bien, mais je me suis éteint. T'sais, ça m'a pris du temps avant de repartir la machine. Puis comment je réagis? Bien, je réagis mal, comme un douchebag, mais ça me met au final, je suis meilleur. Fait que je dirais ça, Martin. Comment tu réagis avec un bon rythme? Tu me fais cheminer là-dedans. Moi, je me compare plus comme père. Quand je vois du monde avoir des enfants qui sont gentils puis qui performent, Qui ont l'air parfaits. je suis déçu des miens, puis je change ma façon d'être parent, puis j'essaie de copier leur façon. Tu sais, comme les parents, ils ont les 3 filles qui sont aux Olympiques. Les Dufault-Lapointe. Les Dufault-Lapointe, tu sais. Puis je leur dis à tous les jours à mes enfants, vous n'êtes pas partis me gagner 2 médailles, les boys, là. Mais c'est ça. Lâche le PlayStation, là. Bien, c'est drôle que
quand tu es entrepreneur ou tu es artiste, tu sais, essayer de créer une petite saine distance entre comment tu existes pour les gens, puis comme business, puis la personne que tu es. Puis quand tu es super collé dessus, ben si ta business est moins à la mode, tu te laisses emporter par ça, tu sais. Tu sais, c'est pour ça que moi, tu sais, des fois, je regarde, tu sais, je vois des business mom and pops, là, de déjeuner, là, puis qui roulent depuis, comme Beauties, là, qui sont là depuis 60 ans, puis ça roule, puis 2 œufs bacon, puis ils n'ont pas changé. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne sont pas en train de mal le prendre si un mardi, il y avait moins de monde. Le midi. Puis ils ne regardent pas le menu de chez Cora, puis ils font « Oh my God, il y a 4000 fruits sur la Exactement. Cora sont rendus avec 60. On était là avant Cora, puis il y en a 172 au Québec. On a passé à côté. Tu sais, c'est ça. Je pense que ce détachement-là, il faut le cultiver. C'est très humain de se considérer comme ça. Mais je pense qu'il faut résister à ça, tu sais. Puis après ça, tu es meilleur. Je pense que tu es meilleur. Ce que tu viens de décrire comme loop, là, tu ressors du loop, puis toi, tu es meilleur que tu étais. Moi, je trouve ça dur des fois parce que comme entrepreneur, on a peur de mourir. Tu sais, on a peur que moi, j'ai peur que mon entreprise n'existe plus dans 2 ans. Toujours comme on travaille aujourd'hui pour être là dans 1 an ou 2 ou dans 5 ans. Tu sais. Puis quand je vois un compétiteur direct ou un gros compétiteur étranger faire quelque chose que j'aurais aimé faire, puis que tu dis... Ils ont tellement d'argent que je ne réussirais jamais à faire ça. Mon premier réflexe, moi, c'est, mettons, je suis à l'ordinateur, je ferme l'ordinateur. C'est comme ça me fait trop peur, j'arrête. Ah oui. Je laisse ça mijoter. Là, après ça, je vais explorer. Ça m'angoisse un peu. Puis, c'est pas long le processus, mais 2-3 jours après, là, je suis en mode, OK, on trouve une solution à ça. Mais ça me fait peur. J'ai comme une peur de, shit, ils sont meilleurs que nous autres. Ils sont meilleurs que, pas juste que moi, mais que je veux savoir ce qu'il faut, moi, comme gestionnaire, pour me rendre là. Puis, comme équipe, on est-tu capable de se rendre là? Mon premier réflexe, c'est la peur, puis ça me freine beaucoup au début. Mais le processus dure quelques jours. Il faut juste que je le rationalise après. Je fais comme, OK, non, on est capable de faire quelque chose. Ou des fois, il faut faire, on ne fera jamais ça. On ne sera pas capable de faire mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier? T'sais? Mais ce que tu décris là c'est notre époque. C'est ce qui est anxiogène de notre époque. C'est de dealer avec la mort de ce qu'on accomplit parce que notre vie, comment je dirais bien ça? Notre vie est plus longue que la durée normale d'une entreprise. Oui. Ben, écoute, tellement. Notre vie. Tellement. Puis alors que quand tu construisais une cathédrale au Moyen Âge, tu savais que la cathédrale prenait 600 ans. Le gars qui faisait les fondations, il n'allait pas voir le clocher. Puis il savait que ses petits-enfants n'allaient pas voir le clocher. Fait que tu travaillais pour quelque chose que tu ne verrais jamais le résultat, ce qui est le contraire. Puis tu n'étais jamais challengé par « Ouais, mais il y a une autre cathédrale là-bas. Ouais, mais là, elle va être finie en 700 ans. » Le rythme de compétition... Le luxe du temps, oui. Tu vivais une autre affaire. Tu vivais l'angoisse de « Mais je le verrai jamais. » Jamais. Et nous autres, au moins, on a vécu. On voit au moins des résultats. C'est vrai. Fait que bravo. Merci de relativiser ma peur avec le Moyen-Âge des Ben oui, c'était hier. C'est 5 Jeannette Bertrand. Recul de 5 Jeannette Bertrand. Martin, merci d'avoir été là. Étienne, merci Carlo. Plaisir. Il voit la maison. Allez vous abonner à nos chaînes YouTube et les chaînes de balado traditionnelles. Aimez ce qu'on fait. Allez voir ce qu'on fait. On se retrouve pour un prochain épisode. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!